Les commentaires sur l'impact environnemental de l'IA oscillent souvent entre catastrophisme et technosolutionnisme. Mais où se situe la vérité ? Le 24 juillet 2025, jour symbolique du dépassement de la Terre, nous avons interrogé Yves Grandmontagne, fondateur et rédacteur en chef de DCMag, Data Center Magazine, sur l'IA et son impact environnemental. Cette transcription commentée est une simplification d'une discussion particulièrement longue qui dure 1 heure et que vous retrouverez en intégrale à la fin de ce podcast. Elle est circonstanciée et nuancée. Nous encourageons donc vivement nos lecteurs à écouter le podcast intégral afin de saisir toutes les subtilités de nos échanges et à considérer cet article surtout comme un point de départ pour approfondir ce sujet qui est éminemment complexe. Précisons également que cet article a été rédigé en préparation d'un cours sur Content Creation in the Age of AI qui aura lieu chez Omnes Éducation pour la 3e année consécutive avec près d'1 millier d'élèves du groupe. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing, le sujet du jour, à la recherche de l'impact environnemental de l'IA. Cette première partie du podcast est une synthèse d'un échange particulièrement riche qui a duré près d'1 heure et que vous retrouverez à la fin de l'enregistrement. La complexité du sujet nous a contraints à explorer de nombreuses facettes techniques, économiques et environnementales, rendant impossible un traitement exhaustif. Fort de son expertise approfondie du secteur des data centers et de l'intelligence artificielle, Yves Grandmontagne nous offre ici un éclairage factuel et mesuré sur un débat souvent polarisé entre catastrophisme scientifique et techno-optimisme démesuré. Pour balayer ce sujet, nous avons choisi de passer en revue les citations récentes positives ou négatives et de les vérifier avec l'expert. Son analyse permet de dépasser les raccourcis simplistes pour comprendre les véritables enjeux de cette révolution technologique. Alors tout d'abord, pour les lecteurs pressés, un résumé bref de cet article en 7 points. Consommation électrique nuancée, l'IA représentera selon Yves Grandmontagne 20 à 30% de la consommation des data centers et non pas un doublement et seulement 2 à 4% de la consommation électrique mondiale. L'efficacité énergétique est remarquable selon lui. Sur la dernière décennie, le nombre de data centers a été multiplié par 2, la surface par 4, mais la consommation énergétique n'a subi une augmentation que de plus 6%. Il y a un problème, c'est le 3e point, de comparaison trompeuse. Comparer une requête ChatGPT à Google est méthodologiquement incorrect, technologie et services différents. 4e, la consommation d'eau est géographiquement variable. C'est un problème majeur aux États-Unis, mais l'Europe utilise depuis longtemps des systèmes en circuit fermé plus sobres. 5e, les évolutions technologiques sont prometteuses, notamment le refroidissement liquide direct, l'immersion. Elles réduisent drastiquement la consommation d'eau et d'énergie. 6e point, l'IA comme solution potentielle, elle pourrait optimiser la gestion du mix énergétique et du transport d'électricité, qui est son principal goulet d'étranglement actuel. Et dernier point, mise en perspective sectorielle avec l'impact des data centers qui reste marginal comparé à l'industrie chimique, 32% de la consommation énergétique française ou de l'agriculture. Ces chiffres fournis sont ceux d'Yves Grandmontagne de Data Center Magazine. La conclusion de l'expert, l'impact est réel mais largement surestimé et il y a nécessité de contextualiser et d'éviter les débats polarisés. Alors voici donc les citations sur l'impact environnemental de l'IA que nous avons voulu vérifier en décryptant avec Yves Grandmontagne. D'abord, la prédiction d'explosion de consommation électrique. La première affirmation que j'ai soumise à Yves Grandmontagne concernait les prévisions de Synth Media, selon lesquelles, je cite, « l'essor de l'IA pourrait doubler la consommation électrique des data centers d'ici 2026 ». Sa réponse nuance immédiatement cette perspective alarmiste. Il est exact que l'IA déploie ses infrastructures à un rythme particulièrement soutenu, nous dit-il, et qu'elle occupe une place croissante dans les data centers. À ce titre, elle va effectivement augmenter significativement leur consommation énergétique. Cette consommation va-t-elle pour autant doubler ? Je ne le pense pas, nous dit-il. L'IA devrait représenter entre 20 et 30% de la consommation globale des data centers dans le monde. Cette première mise au point révèle une constante dans l'analyse d'Yves Grandmontagne, la nécessité de contextualiser les chiffres. L'expert souligne que cette augmentation s'inscrit dans une progression mécanique liée à nos usages croissants du numérique. Ce qui génère cette augmentation de consommation, ce sont nos usages quotidiens, poursuit-il, qu'ils soient professionnels ou personnels, pointant ainsi notre responsabilité collective dans cette évolution.
C'est un sujet que nous avons d'ailleurs déjà traité par le passé avec un focus plus large sur le numérique. L'aspect le plus remarquable de son analyse, cependant, réside dans la mise en perspective de l'efficacité énergétique. Contrairement aux idées reçues, les data centers ne suivent pas une courbe de consommation proportionnelle à l'augmentation des données. Cette efficacité croissante constitue un élément souvent négligé dans les débats publics sur l'environnement et l'IA. La pollution carbone de ChatGPT nécessite aussi une recontextualisation des chiffres. Concernant les 10 113 tonnes équivalent CO2 attribuées à l'utilisation de ChatGPT en janvier 2023, selon Basta Media, qui cite Data for Good, l'IA a le potentiel de détruire la planète, rien que ça, Yves Grandmontagne adopte une approche pragmatique. Il nous dit « Je ne peux confirmer l'exactitude de ce montant. Atteindre une telle précision avec 10 113 tonnes représente un défi méthodologique considérable, nous dit-il, avec humour. D'autant que les infrastructures d'IA sont des systèmes distribués. » Et cette remarque soulève d'ailleurs un point méthodologique crucial, la difficulté de mesurer précisément l'empreinte carbone d'infrastructures distribuées. L'expert reconnaît néanmoins la réalité de cette pollution tout en la relativisant. Ces 10 113 tonnes de CO2, nous dit-il, représentent néanmoins des volumes significativement inférieurs à ceux de nombreuses autres industries. Et cette contextualisation n'est pas une minimisation, mais une invitation à la proportionnalité. Yves Grandmontagne rappelle un principe fondamental souvent oublié. Dès que nous utilisons nos smartphones, nous devenons producteurs de CO2, nous dit-il. Cette remarque souligne l'incohérence de certaines critiques qui isolent l'IA de notre consommation numérique globale. L'affirmation du MIT, c'est le point suivant, selon laquelle une requête ChatGPT consomme 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google, page 9, illustre parfaitement les dangers des comparaisons simplistes selon Yves. Son analyse est particulièrement éclairante. Je cite, « Cette comparaison n'est pas valable. Je considère que nous commettons une erreur méthodologique en avançant ce type de chiffres car nous comparons deux technologies fondamentalement différentes. Google est un moteur de recherche qui propose des résultats que l'utilisateur doit ensuite exploiter pour trouver des informations recherchées. ChatGPT ou les autres d'ailleurs, Perplexity par exemple, en revanche fournit des informations directement structurées. D'ailleurs, un problème pour les producteurs de contenu comme nous, puisque justement il n'y a pas de lien sur lesquels on clique ou de toute façon les utilisateurs ne les utilisent pas. Alors cette analyse révèle la sophistication nécessaire pour évaluer l'impact environnemental de l'IA. En effet, une requête ChatGPT peut remplacer plusieurs recherches Google suivies de consultations de sites web, rendant la comparaison directe caduque. L'expert prédit d'ailleurs que cette distinction deviendra obsolète avec l'arrivée de Google AI Overviews, qui intégrera des fonctionnalités similaires à celles de ChatGPT. Passons à la question de l'eau avec les mythes et les réalités géographiques. Parce qu'il y a des disparités géographiques majeures, nous dit Yves Grandmontagne. L'un des aspects les plus révélateurs de l'interview concerne en effet la consommation d'eau des data centers. Il établit une distinction fondamentale entre les pratiques américaines et européennes. Aux États-Unis, nous dit-il, quand vous installez un data center, vous êtes une société privée qui va contacter des sociétés privées qui vont vous fournir de l'eau d'un côté, de l'électricité de l'autre, et puis la société qui gère l'énergie ou l'eau est très contente d'avoir un très gros client qui lui absorbe une partie de sa production, nous dit-il. Cette analyse géopolitique éclaire les 5,4 millions de litres d'eau douce attribués à l'entraînement de ChatGPT 3. Le problème ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans les pratiques et régulations locales. En Europe, rappelle l'expert, on a développé, je cite, depuis longtemps des outils d'infrastructure de refroidissement qui fonctionnent en circuit fermé ou qui sont basés sur l'air et non pas sur l'eau. À ce titre, signalons le centre de données d'Orange à Val-de-Reuil, dont nous fournissons une photo ci-dessus et qui est refroidi naturellement par l'air vivifiant de la Normandie. Sauf exception due à une canicule dont la durée est forcément limitée. Le fonctionnement technique du refroidissement est le point suivant sur lequel nous allons nous pencher. L'explication technique fournie par Yves Grandmontagne démystifie le processus de refroidissement. Je cite, « L'eau sert de conducteur pour récupérer la chaleur, nous dit-il. » Il détaille ensuite le système de double circuit qui protège l'infrastructure tout en gérant les échanges thermiques. Cette approche technique révèle que le rejet d'eau chaude des data centers, environ 20 à 25 degrés, reste nettement inférieur à celui des centrales nucléaires, 27 à 35 degrés pour Gravelines, offrant ainsi une perspective comparative bien utile.
Il reste à souligner que ces chiffres, d'une part, sont variables en fonction des lieux, de la période de l'année et des choix technologiques, et que d'autre part, une augmentation de 12 degrés dans la mer du Nord, même si les rapports ne révèlent rien à l'échelle macroscopique, n'est probablement pas neutre à l'échelle microscopique et dans le long terme. En parallèle, et dans une moindre mesure, les rejets d'eau chaude des data centers ne sont sans doute pas neutres non plus. Encore un point à nuancer, même s'il convient d'être prudent. L'expert souligne également l'émergence de nouvelles technologies comme le Direct Liquid Cooling, DLC, et l'immersion, qui fonctionnent en circuit fermé et réduisent drastiquement la consommation d'eau. Cette évolution technologique illustre la capacité d'adaptation du secteur face aux défis environnementaux. On peut être contre le technosolutionnisme, mais il ne faut pas non plus exagérer et renier les améliorations dans le sens de l'efficacité environnementale. Alors revenons aux moratoires et aux régulations quand la saturation impose des limites. L'analyse des moratoires sur les data centers révèle des situations contrastées, nous dit Yves. Il distingue particulièrement le cas irlandais. L'Irlande, nous dit-il, on va le rappeler, il y a 30 ou 40 ans, alors on fera attention d'ailleurs, dans l'enregistrement il dit 15 ans, mais c'est 30 ou 40 ans, l'Irlande était le pays le plus pauvre d'Europe, et pour réussir à développer une industrie et à faire rentrer des capitaux, ils ont trouvé cette solution. Et de fait, le PIB par habitant de l'Irlande est supérieur à 100 000 $ et se situe parmi les meilleurs mondiaux en 2025. Aujourd'hui, c'est 30% de la production énergétique irlandaise dédiée aux data centers et Yves de s'écrier, c'est très clairement beaucoup trop. Cette situation extrême illustre les risques d'une approche non régulée, mais aussi la capacité des gouvernements à réagir intelligemment. Je cite toujours, le gouvernement irlandais n'a pas dit « on arrête les data centers », il a dit « on arrête la construction sauf si vous trouvez des solutions ». Et cette approche pragmatique contraste avec les interdictions pures et simples, offrant une voie médiane entre développement économique et contraintes environnementales. Mais le vrai problème, selon lui, c'est le transport de l'énergie. Une des révélations les plus importantes de l'interview concerne en effet l'identification du véritable goulet d'étranglement. Le véritable problème, nous dit Yves Grandmontagne, ce n'est pas la production, c'est le grid, c'est-à-dire que c'est le grid énergétique, c'est-à-dire le transport de l'énergie jusqu'à son lieu où il va être consommé. Je cite toujours. Cette analyse éclaire d'un jour nouveau les débats sur l'impact environnemental de l'IA. La France, rappelle Yves Grandmontagne, est entièrement autonome dans sa production énergétique, mais fait face à des défis d'infrastructure de transport. Cette perspective technique révèle que les solutions ne résident pas nécessairement dans la réduction de la consommation, mais dans l'optimisation de la distribution. Alors, contextualisons aussi d'un point de vue statistique avec le paysage énergétique global. Concernant ces statistiques globales, Yves Grandmontagne corrige les données. Actuellement, on est plutôt à 2% et on se dirige très vite à 4%. Ces chiffres rapportés à la consommation mondiale d'électricité permettent une mise en perspective utile. Car l'expert insiste sur la relativité de ces pourcentages. Quand on sort un graphique sur la consommation d'énergie de toutes les industries, je cite toujours, si on met côte à côte l'industrie des data centers et les autres, on s'aperçoit que les data centers ne pèsent pas grand-chose, nous dit-il. Pour contextualiser davantage, Yves Grandmontagne énumère les secteurs véritablement énergivores. Il y a le transport, les industries, les aciéries, l'agriculture. Cette dernière consomme énormément d'énergie et on omet souvent de le dire, nous dit-il. Cette mise en perspective révèle, selon nos recherches, que l'industrie chimique représente 32% de la consommation énergétique industrielle française, offrant un point de comparaison saisissant avec les 2 à 4% des data centers au niveau mondial. Alors passons maintenant au technosolutionnisme et regardons leurs informations de manière clinique également. D'abord, les déclarations de Sam Altman selon lesquelles 1% d'électricité mondiale pour entraîner une IA puissante serait une victoire massive. Il trouve également un écho nuancé chez Yves Grandmontagne. Il est vrai qu'une IA puissante qui s'appelle ChatGPT va consommer peut-être 70% de la consommation globale des IA dans le monde, nous dit-il. Cette analyse révèle la réalité économique derrière les déclarations. Microsoft a investi 10 milliards dans OpenAI, créant une situation de quasi-monopole temporaire, nous dit l'expert. Il souligne le caractère mécanique de cette consommation. Il faut de l'informatique, nous dit-il. L'informatique, ça consomme de l'énergie, et comme on en utilise de plus en plus, ça consomme de plus en plus d'énergie, et c'est normal. Mais il y a aussi l'IA comme solution aux problèmes énergétiques. La vision de Satya Nadella de Microsoft, selon laquelle, je cite, l'IA peut être un puissant accélérateur pour traiter la crise climatique, trouve une justification technique chez Yves Grandmontagne. La vraie problématique, nous dit-il, ce n'est pas la production, c'est le transport de l'énergie. Il nous l'a déjà dit, et effectivement, peut-être que l'IA peut aider à cela.
L'expert explique que la gestion d'un mix énergétique complexe, nucléaire, renouvelable, fossile, nécessite des outils de pilotage sophistiqués. On ne pourra le faire, nous dit-il, d'une manière efficace aujourd'hui, on le sait, qu'en utilisant des outils d'IA. Donc, on n'a pas trop le choix. Cette perspective technique révèle que l'IA n'est pas seulement consommatrice d'énergie, mais potentiellement optimisatrice du système d'énergie global. Cependant, Yves Grandmontagne tempère les ambitions. Il nous dit « Ce sera un ensemble, ce n'est pas un élément tout seul qui pourra l'aider ». Il nous paraît également très douteux de prétendre que l'IA, tout pharmacon, c'est-à-dire à la fois remède et mal, qu'elle puisse être un poison qui serve de remède universel à ce problème qui la dépasse bien largement, comme nous l'avons écrit précédemment. Alors, passons au plan 0O de Microsoft. Révolution ou évolution? L'annonce de Microsoft concernant son plan de refroidissement 0O illustre l'évolution technologique du secteur. Yves Grandmontagne confirme « Ce n'est pas du greenwashing, ce n'est pas non plus une initiative, cela existe déjà ». L'expert détaille les nouvelles technologies nécessaires face à l'augmentation drastique de la puissance. Quand on était sur des technologies classiques jusqu'à présent, on était entre 5 et 10 kW qui arrivaient sur une armoire, nous dit-il. Quand on met de l'IA, au minimum, on va consommer 80 kW ou on va consommer 150 kW. Cette progression impose l'adoption du Direct Liquid Cooling ou de l'immersion, technologie fonctionnant en circuit fermé. C'est le sens de l'évolution des technologies pour refroidir les data centers d'IA, conclut-il. Alors reprenons cette histoire d'efficacité énergétique. Une progression remarquable et une statistique particulièrement révélatrice émerge de l'interview. Sur la dernière décennie, nous dit-il, le nombre de data centers a été multiplié par 2, leur surface a été multipliée par 4, leur consommation énergétique seulement augmentée de 6%, nous dit Yves Grandmontagne. Cette donnée illustre les progrès considérables en matière d'efficacité énergétique, souvent occultés dans les débats sur l'impact environnemental de l'IA. Elle révèle la capacité du secteur à concilier croissance et optimisation énergétique. Alors passons à la géopolitique de l'IA avec les enjeux américains versus européens. Un aspect souvent négligé du débat réside dans la géographie de l'IA. Yves Grandmontagne rappelle, pour l'instant, la totalité de production de l'IA se fait aux États-Unis, pas en Europe. Cette concentration géographique relativise les critiques européennes, tout en soulignant notre dépendance technologique. L'expert évoque les 109 milliards d'euros d'investissement annoncés par le président Macron dans l'IA, dont, je cite, « un tiers voire la moitié concerneront les data centers ». Cette stratégie vise à réduire notre dépendance tout en développant une filière européenne plus sobre, nous dit-il. L'analyse de Yves Grandmontagne révèle les faiblesses du modèle américain. Aux États-Unis, nous dit-il, ils ont de grandes faiblesses concernant le transport d'énergie. Cette défaillance infrastructurelle explique en partie les surconsommations critiquées et justifie les approches différentes adoptées en Europe, nous dit-il. Le projet de Meta au Texas, 5 gigawatts sur une surface équivalente à celle de Manhattan, illustre cette problématique. Meta n'a pas l'énergie, nous dit Yves, donc il la cherche. Cette situation contraste avec l'approche européenne, plus intégrée et régulée. Alors passons à la déclaration de Sundar Pichai de Google selon laquelle l'IA est plus importante que le feu ou l'électricité. Une affirmation qui trouve un écho nuancé chez Yves Grandmontagne. Il s'agit d'une vraie révolution, nous dit-il, qui va aller beaucoup plus loin que les précédentes car celle-ci était plus industrielle. Celle-ci est une révolution du quotidien, nous dit-il. Cette analyse souligne la spécificité de la révolution IA, sa rapidité et sa pénétration dans la vie quotidienne. En à peine 2 ans, c'est une véritable vague qui nous a submergés, observe l'expert, contrastant avec les centaines de milliers d'années d'adoption du feu. Au-delà des questions environnementales, Yves Grandmontagne exprime ses préoccupations sociales. Je fais partie de ceux qui craignent quand même que cela impacte énormément les emplois et je crois qu'il faut être réaliste là-dessus, nous dit-il. Cette dimension sociale de l'environnement révèle la complexité des arbitrages à venir. L'expert encourage néanmoins l'adoption. Il ne faut pas non plus que l'on se coupe de ce potentiel, nous dit-il, car des choses extraordinaires aboutiront bientôt et il n'est pas facile de se faire une idée sur ce sujet des emplois tant les visions sont contradictoires. On vous parlait de pharmacon tout à l'heure, le mal et le remède. C'est pas de moi d'ailleurs, c'est de Bernard Stiegler. Passons à la conclusion de cette interview avec la recommandation et une recommandation à la vigilance critique. Le message final d'Yves Grandmontagne aux étudiants, car ce post a été réalisé en préparation de notre cours sur IA et création de contenu à Omnes Éducation.
résonnent particulièrement. Faites attention aux discours que vous écoutez, nous dit-il, à ceux qui les portent. Il est facile de détourner l'information. Cette mise en garde contre la désinformation souligne l'instrumentalisation politique du débat environnemental. L'expert cite l'exemple marseillais où il y a un élu qui ambitionne de conquérir la mairie et qui a trouvé ce cheval de bataille dans l'opposition au data center. Une perspective souvent négligée émerge. Quand un data center s'implante dans une ville, nous dit-il, dans la foulée, c'est toute une économie numérique qui va se développer. Mais ça, on oublie de le dire. L'expert quantifie. Un emploi créé dans un data center, c'est 100 emplois derrière qui vont être développés dans la région environ. Cette dimension économique révèle la complexité des arbitrages territoriaux et la nécessité d'approches globales plutôt que sectorielles. Alors, conclusion. Un débat apaisé et factuel. On peut toujours rêver, hein. L'expertise d'Yves Grandmontagne révèle un paysage bien plus nuancé que ne le suggèrent les débats polarisés sur l'environnement. Ces conclusions principales méritent d'être retenues. L'impact environnemental de l'IA est réel mais largement surestimé. Selon ces termes, cette réalité s'explique par plusieurs facteurs: la progression remarquable de l'efficacité énergétique, la relativité des consommations face à d'autres secteurs industriels et l'évolution technologique constante vers plus de sobriété. La géographie compte énormément dans cette équation. Les pratiques américaines, souvent critiquées, ne reflètent pas les approches européennes plus régulées et efficaces. Cette distinction géographique invite à contextualiser les critiques et à valoriser les bonnes pratiques. L'avenir technologique s'oriente vers des solutions plus sobres. Refroidissement en circuit fermé, IA de proximité, optimisation énergétique par l'IA elle-même. Ces évolutions suggèrent que les problèmes actuels sont transitoires et techniques plutôt que structurels. Enfin, la dimension systémique révélée par cette analyse invite à dépasser les approches sectorielles. L'IA n'est pas seulement consommatrice d'énergie, mais potentiellement optimisatrice du système énergétique global. Cette perspective systémique constitue peut-être la clé d'un développement véritablement durable de l'intelligence artificielle. Le message d'Yves Grandmontagne résonne comme un appel à la nuance et à la vigilance critique. Restons sereins, nous dit-il. Dans un débat souvent émotionnel, cette sagesse technique offre une boussole précieuse pour naviguer entre les écueils du déni et du catastrophisme. Ce discours plus nuancé est sans doute moins vendeur que les avis extrêmes carburant du café du commerce et des médias sociaux. Cette interview montre finalement que la question de l'impact environnemental de l'IA ne trouve pas de réponse simple, mais nécessite une approche systémique, géographiquement située et techniquement informée. Elle constitue un point de départ indispensable pour tous ceux qui souhaitent dépasser les idées reçues et contribuer à un débat véritablement constructif sur l'avenir de notre société numérique. Eh bien, je suis avec Yves Grandmontagne. Bonjour Yves, tu es le fondateur et rédacteur en chef de DCMag, Data Center Magazine. Nous sommes le 24 juillet et je t'interroge le jour du dépassement de la Terre 2025. Je précise tout de suite d'ailleurs que si tout le monde se comportait comme nous en France, ce jour serait déjà arrivé il y a 4 mois. Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas si vertueux que ça. Alors ceci étant, ce jour est parfait pour étudier l'impact de l'IA générative et des data centers qui la font tourner sur l'environnement et le dérèglement climatique. Alors mon but ici est de m'adresser à mes étudiants afin de leur présenter un bilan factuel et nuancé et de sortir des idées préconçues sur ce sujet. Alors ce dont je me suis aperçu, c'est que l'explosion de l'intelligence artificielle générative a déclenché un débat environnemental de plus en plus polarisé entre catastrophisme scientifique, techno-optimisme démesuré de l'autre côté. Et les data centers alimentant ChatGPT, Claude et les autres IA génératives consomment désormais des quantités astronomiques d'eau et d'énergie, paraît-il, enfin on verra avec toi, provoquant des réactions extrêmes de part et d'autre du spectre. Alors d'un côté, les scientifiques et les écologistes dénoncent, je cite, une crise existentielle aggravée par l'IA. De l'autre, les dirigeants technologiques qui promettent des solutions miraculeuses tout en réclamant une part toujours plus importante des ressources planétaires. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai collecté des citations entre 2024 et 2025 qui révèlent l'ampleur du fossé entre ces deux visions diamétralement opposées de notre avenir numérique. Alors fort de ton expérience, ta longue expérience du data center, ta connaissance approfondie à la fois du métier et de l'intelligence artificielle, de son économie, de son impact, j'aimerais que tu me donnes ton éclairage sur chacune d'entre elles de manière factuelle et nuancée. Et puis nous conclurons cette interview par un bilan mesuré de cet impact afin de permettre à nos lecteurs et aux étudiants également de tirer des conclusions de cet échange. Alors je vais commencer par les annonces alarmistes.
et nous allons vérifier ensemble si elles sont justifiées, injustifiées, ou si on n'a pas assez d'éléments pour juger. Alors, je commence par la première. Selon les prévisions alarmantes de Think Media, je cite, « L'essor de l'IA pourrait doubler la consommation électrique des data centers d'ici 2026. » Alors, est-ce que c'est vrai et comment réagis-tu face à cette affirmation ? Eh bien, Yann, tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité. Et puis, c'est trop d'honneur que tu me fais en présentant Data Center Magazine, qui est juste le média de l'écosystème. Donc, je n'ai pas la prétention d'aller beaucoup plus loin et je te remercie. Pour répondre à ta question, oui, c'est vrai. C'est vrai que l'IA débarque à une vitesse qui est extrêmement rapide et prend une place de plus en plus importante dans les data centers. Et donc, à ce titre, oui, l'IA va augmenter très largement la consommation des data centers. Est-ce que ça va doubler ? Non. On pense que l'IA devrait représenter entre 20 et 30% de la consommation globale des data centers dans le monde. Donc, ça va pas doubler la consommation, mais en tous les cas, ça va participer à son augmentation. Donc là, il y a rien de neuf, on le sait, mais on va rappeler simplement que pour les data centers, ce qui augmente la consommation, c'est nous au quotidien par les usages que l'on en fait, qui sont professionnels ou personnels. Et à ce titre, on fait beaucoup de choses. On fait entre autres beaucoup d'usages du cloud. Le cloud, on le retrouve aussi dans nos usages de la bureautique, etc. Et tout cela consomme de l'énergie et participe à augmenter la consommation. Alors, d'une manière relativement contrôlée, je vais être prudent dans le discours, c'est-à-dire que oui, on augmente la consommation, mais dans le même temps, les data centers sont très vertueux, c'est-à-dire que on n'augmente pas du tout au même rythme qui est celui de l'augmentation du volume des données. On va arriver dans une situation là, on y est, où quasiment tous les ans, on va doubler le volume des données que l'on crée, et c'est ça qui crée la consommation énergétique. D'accord, donc c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux, mais l'IA voilà, n'est pas on sera toujours prudent sur les chiffres, mais après il y a des affirmations, mais il faut regarder aussi dans le détail ce qui se passe réellement. D'accord. Alors on va continuer parce que qui dit consommation dit pollution. Alors selon les données révélées par Data for Good et rapportées par Basta Media, en janvier 2023, l'utilisation de ChatGPT aurait pollué à hauteur de, c'est précis, 10 113 tonnes équivalent CO2. Alors comment interprètes-tu ces chiffres ? Alors la première interprétation, c'est que je peux pas confirmer le montant exact. Je veux dire, d'aller jusqu'à la précision des 10 113 tonnes, il faut quand même le faire. Surtout qu'on va rappeler que les infrastructures d'IA sont des infrastructures qui sont plutôt distribuées. C'est-à-dire que on n'est pas dans un seul data center, on est dans plusieurs data centers et on pose des requêtes qui vont aller rechercher sur plusieurs infrastructures. Donc, il est difficile de dire combien ça consomme exactement, mais comme tout usage du numérique, quand on consomme de l'électricité, derrière, forcément, il y a production de carbone, et donc automatiquement, oui, quand on utilise du ChatGPT ou n'importe quel outil d'IA, et évidemment que l'on pollue entre guillemets en créant du carbone. Bon, maintenant, est-ce que c'est une vraie pollution ? On va être prudent là-dessus parce que on cite souvent des exemples, et je crois, Yann, que tu vas nous en citer quelques-uns après, mais on cite souvent des exemples. Ça consomme autant que des voitures, des avions, une ville, etc. Bon, sauf que quand ça consomme autant qu'un village, on a à côté des grandes villes, on a des capitales, donc ça devient un peu marginal. Il faut qu'on reste prudent parce que 10 113 tonnes de CO2, c'est quand même beaucoup moins que de nombreuses industries. On va être quand même réaliste là-dessus. Donc si je comprends bien, c'est grave, mais finalement c'est peut-être pas si grave que ça si on compare à des industries très polluantes, et Dieu sait qu'il y en a. Tout à fait, polluantes. Exactement. Oui. Et puis ça reste quand même réduit. On va quand même relativiser dans ce sens-là.
Donc c'est dramatique, mais il y a pire à côté. Une étude, c'est la troisième question du je dirais quand même, Yann, que c'est pas dramatique. C'est que tout ce que l'on fait aujourd'hui repose sur l'électricité. Donc dans tout ce que l'on fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a production de CO2. Donc on y est. Après, faut pas non plus tirer sur les data centers en oubliant le reste. Nous, dès qu'on utilise nos smartphones, par exemple, on est producteur de CO2, hein, rappelons-le. Oui. Alors les bons Français bien conscients de la réalité du pays te diront que ici on utilise du nucléaire qui effectivement n'émet pas de CO2. Enfin, il en émet certainement quand on construit les usines. Mais Voilà. bon, allez, admettons qu'il consomme pas de CO2, ce qui est faux. Mais enfin bon, effectivement, il émet plein d'autres choses qui sont pas forcément toujours très bonnes non plus. Oui. Et c'est là où il faut quand même le rappeler. Nous, on est en France. Or, pour l'instant, même la totalité des productions de l'IA se tiennent aux États-Unis, pas en Europe. Donc en fait, voilà. Alors l'objectif, c'est pas de dire on est vertueux en Europe et puis c'est les Américains qui sont les méchants, mais c'est de savoir relativiser. Quand on critique en France, on oublie de dire que c'est pas nous qui sommes touchés. Oui. D'accord. D'ailleurs, et si j'ai bien compris, il y a eu des ouvertures qui sont planifiées en France de data centers pour héberger. En effet, ça se construit. Meta, je crois, notamment. Tout à fait, ça s'annonce. Bon, on a tout le monde. Il va y avoir beaucoup d'ouvertures de data centers, toujours parce que on est sur une phase de progression. On a de plus en plus. Rappelons que le but du data center, c'est d'héberger l'informatique. L'informatique, ça veut dire qu'il y a des données et il y en a de plus en plus. Donc, on a besoin de plus en plus de data centers. Tout simplement, c'est un phénomène qui est très mathématique finalement, hein, voire mécanique. Donc, voilà. Derrière, dans le même temps, il y a eu le président Macron qui a annoncé qu'il y avait un cumul de 109 milliards d'euros d'investissement dans les domaines de l'IA qui vont être consacrés en France. Rappelons que à peu près un tiers, voire la moitié de ces investissements concerneront les data centers, mais le reste, ça va concerner l'informatique elle-même, c'est ce qu'on appelle les GPU et les systèmes de calcul. D'accord. Alors, troisième question, une étude du MIT aurait montré que, je cite toujours, sur un assistant comme ChatGPT, une requête consomme 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google. Cette comparaison est-elle valable? Évolue-t-elle dans le temps? Quelles conséquences? Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de l'utiliser? Oui, alors bon, je vais pas répondre positivement à ces questions, en ce sens que, alors, cette comparaison est-elle valable? Non. Moi, je trouve qu'on commet une erreur en donnant ce type de chiffres, parce que on compare deux choses qui ne sont pas les mêmes, même si quelque part on s'en rapproche. Mais quand on parle de Google, on parle d'un moteur de recherche. Quand on parle de ChatGPT, on parle d'un outil d'IA. Ce sont deux choses complètement différentes. D'ailleurs, toutes les personnes qui utilisent l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre, savent que ce sont des choses qui sont différentes. Google, étant un moteur de recherche, vous propose des résultats et c'est vous qui allez rechercher dans ces résultats pour trouver les informations qui vous intéressent. Alors que un ChatGPT ou autre, un Mistral, etc., Gemini et autres, eux vous proposent des informations structurées. C'est pas du tout le même résultat. D'ailleurs, en règle générale, quand on utilise un outil d'IA, on a déjà une construction d'informations et une réunion d'informations, alors que quand on utilise un moteur de recherche, on est obligé de continuer d'aller chercher. Donc, bilan de l'opération, en fait, oui, évidemment, une requête sur ChatGPT consomme 10 fois plus qu'une requête sur Google, mais on a besoin d'aller moins sur ChatGPT que le temps que l'on passe sur Google. Donc, il faut savoir comparer des choses qui sont comparables. Un calcul un peu spécieux d'une certaine manière, puisqu'effectivement, il faut beaucoup de requêtes sur Google et beaucoup de recherches sur d'autres sites que Google pour vraiment comprendre le sujet. Je pense que ce qui est important, c'est de se rapprocher des usages. Et l'usage n'étant pas le même, donc on peut pas comparer. Bon, après, est-ce que ça va évoluer dans le temps? La réponse est oui, puisque on passe de la phase d'apprentissage et on arrive à la phase d'inférence. C'est que maintenant, on rentre dans la phase d'usage, et là, les usages consomment beaucoup moins, et on va aller vers des usages qui sont de plus en plus de proximité, et là on consommera
encore moins. Donc, les conséquences négatives qui sont annoncées, elles vont s'atténuer. Donc, faut-il arrêter d'utiliser? Non, quand même pas. Je veux dire, on a affaire à des outils qui sont remarquables également. Ce serait dommage de ne pas les exploiter. Puis de toute façon, bientôt ça n'aura plus aucun sens puisque Google va s'équiper de Google AI Overviews, qui est déjà disponible aux États-Unis mais pas encore Tout à fait. Disponible en Italie aussi mais pas en France. Oui. Donc du coup ça sera complètement caduque. Alors, quatrième question, selon toujours les recherches du CESE MIT, l'entraînement, je cite toujours, de ChatGPT 3.5 aurait coûté l'équivalent carbone de 136 allers-retours Paris-New York. Alors, comment réagis-tu face à cette estimation catastrophiste ? Je vois pas où elle est catastrophique. Je veux dire, on revient à la même question que tout à l'heure. Hein. C'est une question d'usage. C'est facile de dire que l'entraînement a coûté tant, mais ça a porté sur quel volume de données? C'est des volumes qui sont gigantesques. Ça a nécessité forcément une consommation énergétique, quoi qu'il arrive. Après, si le résultat, c'est qu'on a des outils qui sont encore plus performants et d'une qualité qui évolue, parce que c'est un des points importants, je pense qu'il faut le rappeler sur l'IA, c'est que on est parti de très loin et on arrive quand même aujourd'hui à avoir des choses qui sont plus pertinentes. Mais il y a quand même des hallucinations qui continuent d'exister. Il y a toujours des erreurs. Donc, on arrive à affiner ça. Bon, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est soit on veut avoir de bons outils et on investit dedans, ou alors on reste sur la charrue ou on reste sur l'ardoise avec la craie et puis on n'évolue pas, quoi. Donc à un moment donné, il faut être capable de relativiser. Il y a plein d'autres industries qui consomment énormément, mais on les compare pas. C'est facile après de dire oui, c'est la faute des data centers. Donc là, encore une fois, c'est dramatique, mais il y a beaucoup plus dramatique à côté. Alors je vais d'ailleurs poursuivre la phrase, parce que si on lit l'étude, la phrase se poursuit. Hein, c'est 136 allers-retours Paris-New York, point. Il est vrai que cela ne représente, je cite toujours la même étude, jamais que 1% du trafic aérien annuel entre Londres-Paris et New York-Londres, mais la tendance n'en demeure pas moins inquiétante. Fin de la citation. Donc, effectivement, c'est terrible, mais si vous êtes préoccupé par ça, déjà commencez par arrêter de prendre l'avion et demander aux milliards de gens qui le prennent d'arrêter également. Peut-être. Pourquoi pas? Il y a du boulot. Exactement. Cinquième question. Une étude de l'Université de Californie a révélé que, je cite, l'entraînement de ChatGPT 3 dans des data centers américains pourrait avoir nécessité, celui-là j'aime bien, 5,4 millions de litres d'eau douce, parce que les data centers, ça boit de l'eau douce, peut-être pétillante aussi, on ne sait pas. Que penses-tu de cette découverte ? Alors d'abord, on n'a rien appris là-dessus. Hein, je veux dire, ça, on le sait depuis très longtemps. Les data centers consomment de l'eau. On va être prudent quand même dans notre discours. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on va différencier ce qui se passe aux États-Unis de ce qui se passe en Europe. Aux États-Unis, quand vous installez un data center, vous êtes une société privée qui va contacter des sociétés privées qui vont vous fournir de l'eau d'un côté, de l'électricité de l'autre, toutes les parties évidemment foncières, etc. Et puis la boîte qui gère l'énergie ou la boîte qui gère l'eau, elle est très contente d'avoir un très gros client qui lui consomme une partie de sa production. Et puis il s'en moque complètement que les agriculteurs qui sont pas loin n'aient plus autant d'eau ou que les citoyens aient des difficultés à s'alimenter. En Europe, le problème est complètement différent. On va rappeler quand même qu'on est dans une concentration à la fois économique et citoyenne qui est forte, avec des pouvoirs politiques qui sont très impliqués, et on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Donc, ce qui est une information vraie pour les États-Unis est fausse pour l'Europe. En France, en Europe, on a développé depuis longtemps des outils d'infrastructure de refroidissement qui fonctionnent en circuit fermé ou qui sont basés sur l'air et non pas sur l'eau, et qui, à ce titre, sont très efficaces. Alors qu'aux États-Unis, en fait, c'était tellement facile. La problématique, c'était plutôt l'électricité.
et l'eau, on s'en moquait éperdument, et donc on consommait de l'eau à tire-larigot sans se préoccuper de ce qui se passait. Et ça donne des situations qui peuvent être dramatiques. On l'a aussi dans d'autres pays, hein. Je pense au Brésil ou autre, où il y a certaines villes où un data center s'implante et c'est toute l'alimentation en eau de toute la ville qui est détournée. Ça, c'est dramatique. On n'a pas ce genre de situation en France et en Europe. Juste une précision quand même, c'est quand on dit consommer de l'eau, oui. on utilise l'eau pour refroidir, mais elle est rejetée quelque part, je suppose. Alors, oui, en effet, ce qui se passe, c'est que l'eau sert de conducteur pour récupérer la chaleur. Quand vous êtes dans un data center, ce qui chauffe, ce sont les serveurs. C'est les processeurs, les GPU, ce qu'on appelle les GPU pour l'IA, qui émettent de la chaleur, et c'est très mauvais pour l'électronique. Quand vous utilisez votre smartphone et que vous êtes au bout d'un quart d'heure à l'utiliser contre l'oreille, vous apercevez que le smartphone il chauffe, et c'est votre oreille qui devient conductrice et qui récupère la chaleur. Et du coup, c'est votre cerveau qui s'enflamme. Bon, il faut éviter à tout prix ça. Donc, on a le besoin de refroidir. Donc, oui, en fait, et du coup, j'ai perdu le fil de mes idées. Yann, excuse-moi. Mais la question, c'est donc, est-ce qu'ils consomment de l'eau, non, ou est-ce qu'ils juste on réchauffe l'eau et après on remet l'eau dans le circuit? Il y a deux circuits. En fait, il y a deux circuits dans le data center. Il y a un premier circuit parce que tout est protégé. Donc, il y a un premier circuit qui est dans le data center lui-même, où là, c'est un circuit qui est fermé, sur lequel en fait on consomme très peu d'eau et de refroidissement. Par contre, après ce circuit fermé, il échange avec un circuit externe qui, lui, va évidemment rejeter la chaleur dans l'air et rejeter l'eau dans la rivière ou dans les sources d'eau potable ou non potable. Hein. Il y a des expériences qui sont menées également pour exploiter de l'eau non potable. Hein. Donc si finalement ça fonctionne un peu comme les centrales nucléaires, on utilise l'eau pour refroidir. Oui, tout à fait. On remet l'eau dans le circuit. Donc je dirais, bon, après, si c'est mal géré, ça c'est le problème des mais avec une très grosse différence, c'est que dans un data center, on rejette de l'eau et de l'air dans les 35 degrés, alors que dans les centrales nucléaires, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé en chaleur, et c'est pour ça qu'il y a d'énormes cheminées pour refroidir. C'est vrai qu'en sortie, là, la chaleur est assez élevée. En sortie d'un data center, c'est pas le cas. Hein. On est nettement en dessous. D'ailleurs, l'exploitation de cette chaleur dans les circuits d'alimentation des villes et pose problème parce qu'en fait, le data center ne sort pas une chaleur suffisamment élevée. C'est quand même assez paradoxal. Donc, il émet de la chaleur, encore une fois, mais c'est moins dramatique que le nucléaire. Bon, pour les poissons tropicaux, on vérifiera tout à l'heure, mais bon, je pense que c'est une métaphore pour comprendre. Tout à fait. Et puis, Yann, je pense que plus élevée, quoi. Ouais, ce serait bien que tu arrêtes de dire que c'est dramatique. C'est pas dramatique, c'est un phénomène physique, tout simplement. Donc c'est pas si dramatique que ça quand c'est marginal. Ça le serait. On serait un data center sortirait de l'eau à la chaleur, à la température des centrales nucléaires. Ça pourrait être dramatique. Ouais. Parce que ça voudrait dire quand même 35 degrés, c'est plutôt la température de la Méditerranée. Attention. Et c'est pas vraiment la température d'une mare, par exemple. Alors, certes, mais c'est la température en sortie de la salle informatique. D'accord. Donc après, tout ça s'est refroidi et du coup on ressort, on récupère cette chaleur quand on a une boucle de chaleur locale pour aller alimenter des bâtiments, des immeubles, des habitations. Donc là on essaye de maintenir cette chaleur, mais cette chaleur elle baisse très vite et même dans le circuit on a une très forte perte qui fait qu'on ne sort pas à 35 degrés quand on rejette l'eau dans la rivière ou dans le circuit d'eau de la ville. Bien évidemment. Donc on ne peut pas dire que c'est dramatique, c'est grave, mais pas désespéré. Et par contre, il y a des pays comme les Pays-Bas, par exemple, parce que j'ai lu ça plusieurs fois sur ton site d'ESSEMAG, où finalement on a interdit le développement de nouveaux data centers. Alors, oui et non. Oui, c'est vrai. C'est le cas d'Amsterdam, c'est le cas aussi à Francfort où ils contrôlent, ils surveillent. C'est surtout le cas en Irlande, où là, à Dublin, là par contre c'est dramatique parce que à Dublin, l'Irlande, on va le rappeler, il y a 15 ans, l'Irlande était le pays le plus pauvre d'Europe.
Et pour réussir à développer une industrie, à faire entrer des capitaux, ils ont trouvé cette solution parce que la diaspora irlandaise est très orientée vers le bâtiment. Et ils ont trouvé cette solution qui est d'accueillir des data centers. Et aujourd'hui, on est à quasiment 30% de la production énergétique de l'Irlande qui va au data center. Là, c'est beaucoup trop, c'est très clairement beaucoup trop. C'est beaucoup moins dramatique d'ailleurs dans d'autres régions. Quand on cite Amsterdam, qu'on cite donc Francfort, on pourrait citer Paris aussi, c'est-à-dire qu'on arrive à saturation. Et là, l'objectif, c'est d'arrêter, de dire stop, on va arrêter de mettre en place toujours et de développer des data centers parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et donc, il y a des embargos qui se mettent en place. Ça, c'est très clair. Et on dit stop. Mais ce que l'on dit, c'est moi, si je prends l'exemple de l'Irlande, il est très significatif. Le gouvernement irlandais n'a pas dit on arrête les data centers. Il a dit on arrête la construction, sauf si vous trouvez des solutions. Et là, si l'opérateur du data center apporte une solution pour s'auto-alimenter ou pour aller chercher de l'énergie ailleurs, eh bien, il est autorisé à construire. Bon, c'est pas si simple. On l'imagine parce que derrière, c'est les infrastructures électriques qui sont en question. Donc, c'est une autre problématique. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelques régions. On a eu aussi, on l'a eu à Singapour également, où le gouvernement à Singapour a dit stop. On va regarder et on va le faire au coup par coup. Apportez-nous la preuve que vous êtes capable de gérer ce problème énergétique et on vous autorisera. Voilà. Donc c'est quand même, disons, une démarche qui est un peu plus intelligente que de dire on bloque et puis on fait rien. Ouais. Maintenant, on va prendre l'exemple. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que le vrai problème ici, c'est pas forcément un problème de production. On va prendre l'exemple de la France. La France est entièrement autonome dans sa production énergétique. C'est pas un problème. Sauf quelques semaines dans l'année, c'est-à-dire quand il fait un très très grand froid, où là on sait que les Français ils chauffent, ils ont raison. Donc en contrepartie, parfois on est obligé d'aller acheter de l'énergie à l'extérieur. Mais en majorité, on revend de l'énergie qui est produite. Le vrai problème, c'est pas la production, c'est le grid. C'est-à-dire, c'est le grid énergétique, c'est-à-dire, c'est le transport de l'énergie jusqu'à son lieu où il va être consommé. Ouais. Et là, par contre, il y a une vraie problématique qui se pose, qui est une problématique technique. Et elle est bien connue parce que, comme on sait, on ne peut pas stocker l'électricité, c'est bien là le problème. Alors, enfin, c'est pas tout à fait vrai. On le stocke parce que les centrales nucléaires, en fait, le stock, il est dans l'uranium, ou on le stocke parce qu'on l'a quand on fait de l'hydraulique, par exemple. Hein. Oui, c'est l'eau qui est réservée. Hein. Donc voilà. En solaire, on peut le faire dans une certaine mesure aussi, mais bon. Très peu. Par contre, c'est ce qui entraîne le développement de ce qu'on appelle donc les factories aujourd'hui où on multiplie les volumes de batteries pour stocker l'énergie, mais d'une manière temporaire. C'est-à-dire faire, par exemple, on stocke pour pouvoir distribuer l'énergie la nuit de ce qui est produit le jour sur le solaire, par exemple. Ok. Bon, donc c'est pas si grave que ça, mais ça consomme quand même pas mal à certains endroits surtout. Bien sûr. Et là, je me tourne. Dernière question pour les annonces alarmistes sur les informations rapportées par la revue IA. Je cite à nouveau. Les data centers seraient responsables d'environ 1% de la consommation mondiale d'électricité. Comment interprètes-tu cette statistique et d'abord, est-elle vraie ? Alors, elle est vraie et fausse. Elle est vraie et elle est fausse dans le sens qu'on va à beaucoup plus de consommation. Donc actuellement, on est plutôt à 2%. On est plutôt à 2% et on va aller très vite vers 4%. Pourquoi ? C'est en particulier l'IA, c'est-à-dire en fait les infrastructures d'IA, les data centers dans lesquels on va mettre des serveurs qui consomment énormément d'énergie, qui sont à l'origine de ce phénomène. Donc, alors oui, c'est vrai, oui, mais on n'est encore qu'à 2 ou 4%. Hein, on va peut-être le rappeler, c'est-à-dire que tout le monde fait haro sur le data center, c'est pas le data center qui consomme le plus. Hein, quand on est la consommation d'eau, c'est la même chose. Quand on sort un graphique sur la consommation d'eau de toutes les industries, si on met l'industrie de l'IA, enfin des data centers, on s'aperçoit qu'il apparaît pas sur la courbe. C'est-à-dire on met le data center et puis la consommation elle apparaît pas parce qu'elle est tellement négligeable que voilà, ça n'apparaît pas dans les statistiques à ce niveau-là.
Donc voilà, il faut être réaliste et raisonnable. Ok, alors quelle est l'industrie la plus consommatrice pour qu'on puisse comparer d'électricité? Il y a plein de choses. Il y a le transport, il y a toutes les industries, tout ce qui touche aux aciéries, etc. Oui. Il y a, je sais pas, l'agriculture. Oui. L'agriculture consomme énormément d'énergie, on oublie de le dire. Hein, donc il y a des choses comme je peux te ça. répondre Il y parce a que nous j'ai un notre peu propre triché. consommation d'ailleurs. J'ai triché, j'ai utilisé les 4% pour te répondre. L'industrie chimique. Alors déjà, on Oui. précisera que les 4%, c'est les data centers et c'est pas l'IA. Hein. D'accord? Donc l'IA, on a dit, c'est 30% de ces 4%. Donc, Voilà, c'est ça. Exactement. Hein, d'accord. Alors donc, je vais vous mettre tout de suite à l'aise. L'industrie chimique, hein, qui apporte tant de bienfaits à l'humanité, et notamment les PFAS, etc. On passe à des meilleurs. Aussi. 32% de la consommation énergétique brute de l'industrie en Ouais. France, avec une forte utilisation de gaz naturel et d'électricité. C'est la consommation énergétique. Mais bon, donc ça doit être à peu près la même chose. Et puis bien sûr, l'électricité avec la métallurgie, notamment pour l'aluminium, puisque l'aluminium se fabrique ainsi avec des arcs électriques. Bon, on cherchera. Alors, on va quand même rappeler juste une chose qui est importante, c'est que pour faire fonctionner ces industries, avant, on utilisait des centrales qui fonctionnaient au charbon. Oui. D'accord, parce que le charbon crée de l'énergie et c'était l'énergie qui est utilisée pour fabriquer de l'aluminium, de la chimie, etc. Et aujourd'hui, maintenant, on utilise l'électricité pour faire la même chose. D'accord. Quand on regarde la statistique uniquement sur l'électricité, on trouve les mêmes secteurs, hein, parce que de toute façon, ils couplent les énergies, donc exactement. De toute façon, c'est difficile de sortir l'un et l'autre. Bon, alors on en sait un peu plus grâce à toi. Maintenant, on va regarder les technosolutionnistes qui vont tout réduire tout résoudre avec la techno. Hein. On connaît la problématique. Alors moi, je me suis uniquement penché sur les déclarations des géants de la tech, comme on dit en Amérique. Qu'en France, on aime bien nommer par paresse intellectuelle les GAFAM. D'ailleurs, c'est de moins en moins des GAFAM parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont rajoutés à ça et qui n'ont rien à voir et qui, de toute façon, sont très hétéroclites. Oui, alors, on va commencer d'ailleurs par... relativiser, Yann, là-dessus, c'est que on va rappeler que les GAFAM, c'est 80% du numérique. On va le rappeler quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est encore une fois, on mélange des choux et des carottes, des fabricants de hard avec des fabricants de soft et des médias sociaux. Enfin, on mélange tout et n'importe quoi. Selon Sam Altman, donc il ne fait pas partie des GAFAM, pas encore, mais qui ambitionne de devenir. Sauf qu'il repose sur eux pour faire tourner son ChatGPT. Voilà. Absolument. C'est d'ailleurs ça va être un des problèmes auxquels on va être confronté parce que on va avoir certainement une remontée des tarifs quand les fabricants de cloud vont faire payer l'utilisation de la ressource au prix où ils devraient. Et puis quand les investisseurs lui diront tu arrêtes de jouer maintenant, on veut gagner de l'argent. Oui. Puis ça commence déjà. D'ailleurs, on le voit sur Claude. Les tokens sont pas très généreux même quand on paye. Donc ça commence à devenir très cher. Alors selon Sam Altman, première question, 1% de l'électricité mondiale pour entraîner une IA puissante serait une victoire massive. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est dangereux? Là, on parle pas de 1% pour toute la consommation des data centers, on parle 1% pour entraîner une IA puissante. Tout à fait. Alors, est-ce que ce serait une victoire? Bon, on va l'expliquer un peu différemment. De toute façon, 1%, c'est globalement, quand on sait que l'IA, c'est entre 20 et 30% de la consommation énergétique des data centers, sur la globalité des data centers, quand on sait qu'on va arriver à 4% de la consommation globale d'électricité par les data centers au niveau mondial, 1% IA, ça représente à peu près ça. Après ça, après il y a les prétentions. Moi, je m'appelle ChatGPT, je suis le plus beau et le meilleur, et c'est moi qui domine. Et c'est vrai qu'en partie, c'est lui qui domine parce qu'il a été un des premiers à débarquer et un des premiers à être financé. On va rappeler que Microsoft a investi 10 milliards dans sa société OpenAI. C'est quand même pas négligeable. Donc la contrepartie, c'est que c'est vrai que
une IA puissante qui s'appelle ChatGPT va consommer peut-être 70% de la consommation globale des IA dans le monde. Donc oui, c'est vrai. Voilà, c'est l'IA générative. Donc, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est dangereux? Non, parce que c'est un phénomène mécanique là-dessus. C'est que tout simplement, il faut de l'informatique. L'informatique, ça consomme de l'énergie. Ouais. Et comme on en utilise de plus en plus, ça consomme de plus en plus d'énergie. C'est normal. On peut pas l'éviter. Pas idiot, mais c'est la victoire massive. Ça, c'est pas très compréhensible. Oui, après, c'est un peu prétentieux. Et là, on ne parle que de l'entraînement, attention. Tout à fait, exactement. Voilà, qui arrive une fois pour toutes pendant une période assez longue. Sauf que l'on va rappeler, je crois que tu as fait le test aussi, qu'on va de plus en plus pour la partie inférence, c'est-à-dire l'usage de ces bases créées par l'entraînement. La partie inférence, on va pouvoir le faire aussi. On commence à le faire sur son smartphone ou sur son PC. Donc, on sera pas sur la surconsommation là-dessus. D'accord. Bon, alors, deuxième question, toujours selon Sam Altman. Je cite, une fraction significative de l'énergie sur Terre devrait être dépensée pour l'IA. Que penses-tu de cette vision? Alors, là, il y a deux affirmations, deux messages qui se cachent derrière. C'est pas une partie va être consommée, c'est devrait être. C'est-à-dire que, en fait, on est sur une autre vision qui est de donner la priorité à l'IA. Et on voit, par exemple, là, on est jeudi, quand on capte cette information. Hier, mercredi, le président Trump a passé 4 décrets dont l'objectif, c'est de dire l'IA doit être leader mondial enfin, non, les États-Unis doivent être leaders mondiaux de l'IA. L'IA va révolutionner notre façon de travailler, notre façon voire peut-être de penser. Ça, c'est dommage, mais il faut y réfléchir. Et on va voir de l'IA partout. Et oui. Donc, à partir de là, oui, ce sera une fraction significative de l'énergie qui sera dépensée pour l'IA. Oui. En effet. Donc c'est une vision qui n'est pas forcément il n'a pas tort. Positive, mais il n'a pas forcément tort. Ok. Non, mais toujours ramener technologie et usage. Donc dans les usages, on aura de plus en plus de choses et on verra des choses remarquables, comme on verra des choses très grossières et comme on verra, on va rappeler quand même que certaines expériences d'IA ont abouti à des IA racistes. C'est quand même grave. Ça, c'est grave. Pour en revenir à ce sujet-là de l'énergie, je dirais, on n'oublie pas toujours que l'IA est même les data centers représentent une fraction minime de l'utilisation d'énergie. Tout à fait. On va pas arrêter de fabriquer de l'aluminium demain. Non. Et on va pas arrêter de faire de la chimie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je rappelle quand même que Václav Smil dit que c'est l'ammoniac, donc un produit chimique qui sert à faire les engrais, qui est un des piliers de l'économie, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Smil, il est écologiste, donc il est pas d'accord, mais ça n'empêche qu'il souligne le fait, c'est un fait, que si on supprimait l'ammoniac aujourd'hui, on tuerait immédiatement 1 milliard de personnes, et que tout ça, ça nécessite beaucoup d'énergie, et donc de l'électricité. Donc, tout à fait. Voilà, l'IA, ça va être une proportion minime de tout ça. Et puis, on va rappeler juste que la plus forte consommation d'électricité très très proche, ce seront nos voitures. Et là, on va en consommer de l'énergie là. Ça, ce sera et la pollution, elle sera là aussi. Donc, on va peut-être le rappeler. Bon, alors moi, je me sens pas visé parce que mon vélo est un vélo dit musculaire, donc je suis à l'abri. Question numéro 3. Sundar Pichai de Google a déclaré que, je cite, l'IA est plus importante, il a utilisé le mot en anglais profound, qui veut dire plus important, mais aussi qui a un impact plus fort que le feu ou l'électricité. Rien que ça, c'est la guerre du feu. Cela a-t-il un sens, ou est-ce que c'est juste pour montrer que monsieur Sundar Pichai a pas tout à fait raté la course? Sundar Pichai, c'est quand même pas n'importe qui. On va l'écouter. Ce qu'il dit n'est pas forcément faux. Après, il faut voir le niveau de dramaturgie qu'on veut lui apporter. Je pense que c'est ça qui est prudent. On va juste rappeler quelques petites choses. Il y a des
des centaines de milliers d'années, on a inventé le feu. Bon. Donc ça, c'est un vrai changement. Ensuite, on a inventé l'agriculture. Ça aussi, c'est un vrai changement profond. Et puis, on a inventé la vapeur, où on a exploité, hein. Puis l'électricité, puis le numérique, puis l'internet, et puis tout ça, ça s'accélère de plus en plus. Et là aujourd'hui, on est sur l'IA, on est sur une vraie révolution, mais qui va aller beaucoup plus loin que les révolutions précédentes, parce que les révolutions précédentes, elles étaient plutôt industrielles, et là, ce sera une révolution du quotidien qui va arriver. Et donc c'est à ce titre qu'il n'a pas tort, l'IA sera plus importante certainement que le feu ou l'électricité. Bon, maintenant, on va relativiser tout ça. Le feu a eu une importance capitale, mais qui s'est développée sur des dizaines et des centaines de milliers d'années. Ce qui est la grosse différence, c'est que l'IA, déjà en 2 ans, c'est une vraie vague qui nous a submergés. Et aujourd'hui, je ne connais plus pas une entreprise qui ne me parle pas d'IA. Tout le monde est dessus. Bon. Avec le succès qu'on connaît, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est autre chose. C'est un autre problème. Et donc, oui. Pour nuancer, avec tout le respect que je dois à M. Pichai, que le feu et l'électricité sont nécessaires pour faire marcher l'IA. Donc, oui, tout à fait. C'est aussi un peu des idioties. Hein. Donc, tout à fait. Mais malgré tout, ça va être c'est une vraie révolution et qui va nous toucher au quotidien. Donc ça, c'est donc sur un plan philosophique, il a raison. Déjà, bon, après, c'est peut-être toujours un peu prétentieux, surtout venant d'une société dont le but est de nous faire payer tout ce qu'on consomme chez elle. Oui, et aussi, n'oublions pas de rattraper le retard qu'elle a pris sur ces sujets-là. Également. Mais ne serait-ce que d'un point de vue marketing, mais aussi d'un point de vue technique, parce que le même Sundar Pichai a quand même fait quelques belles démonstrations bien loupées, voire même carrément trafiquées pour essayer de faire croire des choses qui n'étaient pas. Donc, tout à fait. Ça, il ne faut pas l'oublier. En effet. Alors, ça permet de nuancer. Question numéro 4, Satya Nadella, donc ça pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le patron de Microsoft, a affirmé que, je cite, l'IA peut être un puissant accélérateur pour traiter la crise climatique. Le technosolutionnisme. Et qu'il faut, je cite, accélérer la science pour aider la transition énergétique. Oui. Penses-tu de ces déclarations sensationnelles là? Il a tout à fait raison. En fait, pourquoi? Alors, il faut l'exprimer, il faut expliquer ce qui se passe. On l'a évoqué tout à l'heure. La vraie problématique, c'est pas la production, c'est le transport de l'énergie. C'est-à-dire que c'est amener suffisamment de puissance à proximité pour pouvoir installer une industrie, un transport ou un data center. Et voilà. Et ça, en fait, on sait qu'on est déficient là-dessus. Encore en France, on n'est pas trop mauvais. Aux États-Unis, ils sont complètement nuls. En Chine, ils sont complètement à la ramasse. Et tout le monde travaille là-dessus. Bon, ce qui se passe par rapport à ça, c'est que on est aujourd'hui. Alors, on va rappeler qu'on est sur un mix énergétique. Aujourd'hui, on n'est plus sur. On fait de l'électricité à partir du charbon. On a des centrales charbon, on a des centrales gaz. On essaie de les éliminer. On a les centrales nucléaires et on a un exploit qui a été fait, c'est qu'on nous a fait passer le nucléaire comme étant quelque chose de green. C'est quand même remarquable, mais c'est en partie vrai parce que c'est vrai que quand on produit de l'électricité dans une centrale nucléaire, on n'émet pas de CO2, donc c'est quand même important. On va le rappeler. Et puis de plus en plus, on a des énergies renouvelables. Et là, aujourd'hui, on est à peu près 30% de notre énergie que l'on consomme qui est renouvelable. Mais ça, c'est très complexe à manipuler. Je vais vous donner un exemple simple. Dans un data center, c'est tout simple. Il faut que l'informatique, elle fonctionne tout le temps. On peut pas avoir d'arrêt. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir la nuit une baisse parce qu'il n'y a pas de soleil, ou dans la journée ou tout le temps des baisses parce qu'il n'y a pas de vent. C'est pas possible ça. Donc on est obligé de maîtriser toutes ces sources d'énergie, puis de les mettre sur un grid. C'est sur une grille. Donc en fait le grid c'est tous les câbles, les câbles haute tension, basse tension, etc. Donc ça c'est nécessaire et on ne pourra le faire d'une manière efficace, aujourd'hui on le sait, qu'en utilisant des outils d'IA. Et en utilisant aussi et en utilisant aussi des solutions pour faire du secours, c'est-à-dire pour que, à un moment donné, quand il y en a un qui produit moins, on puisse produire plus avec autre chose ou trouver une autre solution. Et le secours, on le trouve dans les data centers.
Hein, Ok, c'est-à-dire que donc les data centers, ils ont obligatoirement des groupes électrogènes ou des solutions pour produire de l'énergie quand le grid ne leur fournit pas. Et alors on te cette l'accorde. énergie, elle va être intégrée dans le grid et donc l'IA va Ok. servir à ça. Ouais. Alors on te l'accorde, l'IA peut améliorer Va améliorer. l'efficacité, en fait, c'est l'efficacité énergétique, Tout à fait. notamment pour faire Mhm. tourner l'IA. Donc c'est un peu une sorte de schmilblick qui tourne en rond. Il faut pas non plus négliger les effets rebonds, hein, pour nuancer un peu, enfin pour nuancer beaucoup Bien même. sûr. C'est que il y a un effet rebond qui est classique, c'est on améliore l'efficacité énergétique, l'énergie est plus facile à accéder, donc on augmente la consommation et etc. Et finalement, c'est un effet rebond qui fait que, Oui, eh ben, nous, on n'a pas résolu. on peut Donc moi, aussi je le dirais, je présenter comme ça. nuancerais, Ouais. on peut utiliser l'IA, on devra utiliser l'IA pour améliorer l'efficacité Mhm. énergétique dans plein de domaines. Mais est-ce que ce sera suffisant pour, ouvrez les guillemets, traiter la crise climatique? Là, j'en doute beaucoup. Non, mais je pense que tu l'as compris aussi dans mon discours. Ouais. Ce sera un ensemble. Ce sera un ensemble. C'est-à-dire que l'ensemble fera qu'on sera plus efficace. C'est pas un élément tout seul qui pourra l'aider. Non, il Ça, faudra c'est sûr. introduire un élément de sobriété qui sera indispensable. Tout à fait. Et alors Aussi. là, Aussi. on est mal parti, malheureusement. En effet. Alors, attends, on passe au truc suivant parce qu'on a un peu dépassé le temps, mais bon, c'est pas grave parce que c'est un sujet complexe, donc c'est normal qu'on lui accorde un peu de temps. Toujours sur le même sujet, c'est Jonathan Brearley. Alors lui, c'est le DG du régulateur du Royaume-Uni de l'énergie. Il a déclaré, je cite, que l'IA doit transformer notre système énergétique de manière durable. Ça rejoint un peu ce que tu disais avant. Voilà, tout simplement. Comment tu réagis? Ouais, ça confirme. Non, c'est vraiment retour à la question précédente. À ma réponse à la question précédente. Oui. Voilà, donc on est bien d'accord, ça va. Tout à fait. Après, pour aller jusqu'à la résolution de la crise climatique, là, on est sur un autre niveau. Tout à fait. Donc, il faut nuancer et peut-être réduire un peu les ardeurs de Monsieur Nadella. Et puis, ce n'est pas que le data center et l'IA, c'est toute l'industrie et le monde qui nous entoure qui doit résoudre ce problème. Ok, alors une question technique, on n'a pas parlé beaucoup de Meta, mais Meta est un des acteurs de l'IA aussi, même s'il vient de mettre Yann Lequin sur la touche parce qu'il trouvait qu'il était un peu trop critique. Zuckerberg a déclaré, je cite, « Nous construisons un data center de 5 gigawatts couvrant Manhattan ». Alors là, je comprends même pas ce qu'il veut dire. Couvre Manhattan, ça veut dire quoi? Non, c'est juste que la dimension du projet sur lequel il travaille, de data center de 5 gigawatts, c'est énorme. Hein. 5 gigawatts, c'est énorme. En surface, représenterait à peu près une grande partie de Manhattan. C'est ça ce que ça veut dire. C'est juste que ce data center qui sera construit au Texas, je crois, ou je sais plus où, je crois qu'il aura une surface qui sera l'équivalent de la surface de Manhattan. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Je pense que ça doit être une mauvaise traduction en fait. Si construit ça au Texas, il va pas être déçu. Il y a beaucoup d'eau en ce moment. Il pourra faire du refroidissement très très simple. Et puis, mais surtout, il y a de la surface, quoi. Il y a de la surface. Par contre, il n'a pas l'énergie, hein, donc il la cherche. D'accord. Bon, il y a du soleil au Texas, donc pourra peut-être utiliser du soleil. Non, ce sera pas comme ça. Il fera comme Elon Musk sur ses data centers, où il fera venir des groupes gaz qui produira lui-même son énergie. D'accord. Voilà. Ça doit être durable, ça. Ça doit être du gaz russe, peut-être. Alors. Bon, les Américains, ils font de gaz de schiste. Ils font du gaz de schiste. Ils n'ont pas de problème au niveau du gaz. Ils n'ont pas de problème de fourniture, mais ils ont des problèmes pour les gens qui habitent au-dessus. Oui, ils ont deux problèmes, qui est qu'il n'y a pas assez de centrales pour produire et ils n'ont pas assez de réseau pour pouvoir l'acheminer. Bon. C'est toujours complexe, hein, ces problèmes d'environnement, c'est très complexe. Alors, dernière question. On reste chez Microsoft, tiens. Microsoft a annoncé un plan dit de zéro eau. Pas très joli, mais enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Non, c'est très clair, au contraire. Ouais, pour le refroidissement dans les nouveaux data centers. Alors, est-ce que c'est du greenwashing ou c'est une vraie initiative? Puis, est-ce que ça sera plus efficace? Et est-ce que ça sera uniquement les nouveaux data centers? Et est-ce que les nouveaux ont remplacé les anciens?
Oui, ça nécessite de mettre quelques explications. Et je vais essayer d'aller vite, mais il a raison. Ce qu'il dit est vrai. C'est pas du greenwashing. C'est pas non plus une vraie initiative, en sens que ça existe déjà. Hein. Il y a déjà des gens qui le pratiquent. Mais on va expliquer un petit peu en détail. Quand on a un PC, on consomme un petit peu d'énergie. On met un serveur, on consomme beaucoup plus d'énergie. Quand on est dans un data center, on met des armoires qu'on appelle des racks ou des baies, dans lesquels on place plusieurs serveurs et on multiplie le nombre des armoires. Et donc, quand on était sur des technologies classiques jusqu'à présent, pour faire du cloud, pour faire de la comptabilité, pour faire de la bureautique, etc., ces armoires consommaient peu d'énergie. Alors, je vais donner des chiffres pour bien comprendre. On était entre 5 et 10 kilowatts qui arrivaient sur une armoire. Quand on met de l'IA, ça veut dire qu'on met des serveurs avec des technologies de calcul qui consomment beaucoup plus. Très concrètement, au minimum, on va consommer 80 kilowatts ou on va consommer 150 kilowatts. On va bientôt, c'est Nvidia qui fabrique les GPU qui l'a annoncé, Nvidia va être à 300-350 kilowatts dans une baie. Ça devient assez lourd. Et on sait que l'Open Compute Project, qui est le regroupement des grands acteurs du cloud dans leurs infrastructures, a annoncé un projet sur lequel travaille Google qui est de 1 mégawatt dans une baie. C'est-à-dire qu'une baie, c'est une armoire dans laquelle on met quelques serveurs, va consommer autant qu'un petit ou un gros data center qui est à côté de chez vous. C'est incroyable, c'est énorme. Mais le problème, c'est que quand on multiplie la puissance, on multiplie la chaleur. Donc, il faut refroidir. Et le refroidissement classique à air, qui consiste à dire j'envoie de l'air froid dans une allée, qui va être aspiré par les petits aspirateurs qui sont dans le serveur pour aller sur le processeur pour le refroidir, ben, ça marche plus. Parce que quand on dépasse 50 kilowatts, on ne peut plus refroidir à air. Donc on est obligé d'utiliser de nouvelles technologies. Et il y a deux technologies qui émergent là-dessus, qui existent déjà depuis longtemps, qui sont ce qu'on appelle le DLC, c'est le Direct Liquid Cooling, c'est-à-dire qu'on amène un liquide de refroidissement qui peut être de l'eau, par exemple, directement au-dessus, sur une plaque qui est au-dessus du processeur, et c'est ce qui fait l'échange de chaleur. Ou alors on pratique ce qu'on appelle l'immersion. Et l'immersion, c'est qu'on a un fluide qui est une sorte d'huile, c'est une huile d'ailleurs, dans lequel on va tremper les serveurs, et là l'échange thermique est encore plus efficace. Donc ça, ce sont de nouvelles technologies qui fonctionnent en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de quantité d'eau ou de liquide, et c'est en circuit fermé, donc on va pas aller pomper en amont pour rejeter en aval, tout est en circuit fermé, et c'est l'évolution des technologies pour refroidir les data centers d'IA. Alors, ce que dit donc Microsoft est vrai en ce sens que c'est une vraie démarche qui limite la consommation d'eau, et donc ils vont être à zéro. Vrai, ça c'est véridique. Après, est-ce que c'est uniquement pour les nouveaux data centers? Pour l'instant, oui. Tout simplement parce que c'est une nouvelle technologie et que donc on va pas virer tout l'existant pour le remplacer pour cette nouvelle technologie. Donc elle n'apparaît que sur les nouveaux data centers, et en particulier les data centers d'IA. Et dernier point, dernière question qui a été évoquée, c'est est-ce que ça va être ça remplacera les anciens? À terme, oui. Ah oui, à terme oui, parce que on est sur l'informatique, on est sur des délais de renouvellement des équipements qui vont de 3 à 10 ans. Donc, ce qui veut dire que quand dans 10 ans, on a un data center privé et qu'il faudra qu'on change les équipements, on n'aura plus d'équipements sur les anciens modèles qui sont refroidis à l'air. On va passer sur des équipements qui seront refroidis par du DLC que j'ai évoqué, par des liquides de refroidissement. Et donc, oui, tout le monde y passera. Donc oui, et on est dans cette démarche-là aussi en Europe, je veux dire très clairement, où les data centers consomment très peu d'eau en Europe. Ouais. Donc ça, c'est une leçon à retenir pour tous ces questions d'impact environnemental des data centers, et en particulier avec l'IA, c'est que finalement c'est un sujet en mouvement et que l'efficacité évolue, et que quand l'efficacité évolue, les impacts diminuent, sauf l'effet rebond que j'ai cité tout à l'heure. J'ai juste
te donner un chiffre. Sur la dernière décennie, le nombre de data centers a été multiplié par 2. Ah ouais. Leur surface a été multipliée par 4. Ouf. Et leur consommation énergétique a été augmentée de 6%. Ah oui. Seulement. C'est-à-dire que concrètement, tout le monde travaille à l'efficacité énergétique des data centers et donc ils sont toujours et de plus en plus efficaces. Mais par contre, bon, c'est sur des très gros volumes, donc forcément ça se remarque. Ah bah écoute, cette statistique est intéressante et elle permet de relativiser les choses et de donner, de remettre un peu de raison dans le débat. Alors, tout à fait. Toutes les bonnes choses ont une fin et il faut conclure. À regret, mais oui. On n'a pas touché tous les items, hein, mais enfin on en a quand même balayé un bon paquet en tout cas. Alors comment résumerais-tu l'impact environnemental de l'IA générative et des data centers ? L'impact environnemental, elle est réelle, mais elle est largement surestimée. Et je vais l'expliquer très simplement, c'est que c'est un sujet politique, entre guillemets. Je vais donner un exemple qui est celui de la ville de Marseille. Au sein de la ville de Marseille, il y a une très forte opposition au data center qui vient du fait qu'il y a un élu qui ambitionne de conquérir la mairie et qui a trouvé ce cheval de bataille. Donc, il y a beaucoup de gens qui attaquent et critiquent les data centers. C'est un faux problème. Il faut réfléchir à ce que l'on fait et il faut réfléchir aux usages. Et ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que quand il y a un data center qui s'implante dans une ville, derrière, il y a toute une économie numérique qui va se développer. Mais ça, on oublie de le dire, bien évidemment. Donc, on va l'attaquer. Mais bon, il y a peut-être, à mon avis, d'autres sujets qui sont beaucoup plus importants. Et c'est peut-être plus populaire de dire qu'on va amener une aciérie qui fait de l'arc électrique et qui va consommer 50 fois plus de... Alors, c'est pas tout à fait ça parce que l'industrie, c'est pas toi que je vais l'apprendre. En France, l'industrie, c'est une catastrophe. Mais non, c'est plutôt... Moi, je l'ai vu dans des réunions contradictoires ou autres auxquelles j'ai participé, où j'avais des habitants et évidemment des élus écolos qui attaquaient en disant oui, le data center, vous occupez du tertiaire, vous créez pas d'emploi, vous allez consommer notre énergie, vous allez consommer notre eau. Bon, on l'a vu, on l'a évoqué ensemble. C'est pas tout à fait ça quand même. Et puis quand c'est pour dire oui, on préfère mettre une plateforme logistique parce que ça va créer 160 emplois alors que le data center il va en créer 20. Ouais, d'accord. Maintenant, vous tenez compte de tous les camions qui vont passer tous les jours. C'est quand même important. Et est-ce que vous tenez compte aussi de toute l'industrie et tout le commerce et toute l'économie qui va se développer autour? Et là, il y a personne qui est capable de répondre. Donc, un emploi créé dans un data center, c'est 100 emplois derrière qui vont être développés dans la région. Ne l'oublions pas, c'est important. Alors, dernière question, Yves. Quel message souhaiterais-tu transmettre à nos auditeurs et à mes étudiants en particulier concernant l'avenir de l'IA et son impact sur l'environnement ? Alors, les messages que j'aimerais porter, il y en a plusieurs. D'une manière générale à toutes les personnes qui vont nous écouter, je dirais que l'IA c'est un outil formidable. On va vivre des choses extraordinaires, mais derrière il faut qu'on reste très prudent. Moi, je fais partie de ceux qui craignent quand même que ça impacte énormément les emplois, et je crois qu'il faut être réaliste là-dessus. Mais bon, il faut pas non plus que l'on se coupe de ce potentiel, alors que on aura des choses extraordinaires derrière qui vont aboutir. Ce que je dirais à tes étudiants, c'est un petit peu différent. C'est de dire faites attention au discours que vous écoutez, à ceux qui les portent, etc. Il est facile de détourner l'information. Moi, je suis journaliste. Une partie de mon travail, c'est quand même aussi de vérifier que ce que j'écris est vrai et que je ne vais pas céder à certaines pressions ou à certains discours. Et donc, je serai très prudent. Je suis toujours très prudent entre l'information qui m'arrive et ce que je vais publier. Il y a toujours un temps, et il y a toujours un moment d'étude et de réflexion et de validation. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et on le voit sur la partie IA et environnement, c'est-à-dire que entre les deux, il y a une guerre qui s'est instaurée. Ceux qui défendent l'environnement attaquent l'IA et les data centers. Maintenant, ce qui est dit n'est pas forcément tout à fait vrai. Donc, restons prudents et restons sereins. Voilà. Eh bien, merci Yves. Effectivement, il faut toujours vérifier ses sources, toujours croiser ses informations et même
commencer par le scepticisme et ensuite vérifier, croiser. Et d'ailleurs, l'IA peut vous aider à faire ça. Des outils comme Perplexity peuvent vous aider également à croiser les informations, à croiser les sources. C'est remarquable, ça marche très très bien. Et il faut les utiliser dans ce sens. Après, il faut aussi se méfier des discours trop simplistes. Les impacts environnementaux sont des sujets complexes. On a couvert certains de ces aspects pour essayer de corriger certains mythes. Mais voilà, il ne faudrait pas non plus croire qu'on a résolu tous les problèmes et répondu à toutes les questions. Donc, continuez d'être curieux et de vous renseigner sur ce sujet. Merci Yves et à bientôt. Merci Yann et à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.